Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. On le sait, la Suisse est réputée pour son chocolat, pour son fromage, mais aussi pour ses voiliers de course prestigieux. Et c'est en grande partie grâce à une entreprise de la région, le chantier naval Décision, pionnier des matériaux composites. Nous recevons aujourd'hui son directeur général. Bonjour Grégoire Metz. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission pour s'intéresser à la mobilité de demain. Avant ça, on va tenter de comprendre comment Décision est devenu un acteur incontournable dans le monde entier pour la construction navale très haute performance. L'entreprise voit le jour en 1984 et elle innove dès le départ avec des matériaux qui étaient déjà un petit peu différents des constructeurs de l'époque. C'est vrai. Alors, sous l'impulsion de son directeur et fondateur Bertrand Cardis, à l'époque, ça a été parmi les premiers à mettre en œuvre des matériaux composites extrêmement légers pour pouvoir répondre aux attentes des bateaux qui participaient aux courses à la voile et donc, par définition, qui essayaient d'être les plus légers possibles. Et les matériaux composites, ils sont difficiles à mettre en œuvre, plus chers que la fibre de verre ou le bois encore. Donc ça a été réservé dès le départ à des voiliers qui allaient concourir de grandes étapes des courses d'élite. Alors, c'était pas visé à des bateaux qui coûtaient cher par définition, mais c'était visé à des bateaux qui étaient légers. Et effectivement, pour faire léger, même aujourd'hui, c'est souvent plus cher que lourd. Au fil des ans, sous la direction justement de l'un de ses fondateurs, directeur Bertrand Cardis, Décision a construit un nombre incalculable de bateaux qui ont fini premiers, qui se sont illustrés dans des courses prestigieuses, plus les unes que les autres. Il y a aussi la Coupe de l'América remportée par Alinghi en 2003-2007. Les bateaux étaient construits par Décision. Est-ce que c'est pas un peu la Formule 1 du bateau ? Alors, le chantier est considéré, j'allais dire jusqu'à peu, parmi les 5 meilleurs au monde, j'aurais tendance à dire. Et c'est pas de la fausse modestie que le dire, c'est vraiment un boulot de fond qui a été fait par Bertrand Cardis, par ses équipes à l'époque, pour être, et par les équipes aussi d'Alinghi et de Solar Impulse, parce que c'est aussi des projets qui ont été extrêmement porteurs et qui ont fait qu'on a eu l'occasion de se concentrer sur des choses en termes de mise en œuvre qui étaient très très pointues. Et c'est ça qui a fait la force du chantier aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous différencie justement dans ce domaine-là d'un chantier naval plus traditionnel qui construit des bateaux de série ? Alors, je dirais en les 3 éléments, les matériaux qu'on travaille, l'équipement qu'il faut pour les travailler et puis la finesse de construction. C'est un peu compliqué à rentrer dans les détails, mais on arrive à faire du très léger, très costaud, là où d'autres auront moins de finesse de construction, on va dire. Donc léger, solide, ce sont les qualités d'un bon bateau de course au large, par exemple. Vous avez un bureau d'études, vous concevez ces bateaux ou vous les réalisez ? Non, on a toujours réalisé les bateaux dessinés et conçus par d'autres, qui sont des architectes navals, comme un constructeur de maison ne dessine pas ou ne fait pas la conception de la maison. Il laisse ça à un architecte et on a les mêmes répartitions des métiers dans nos industries. Dans la construction navale, chez Décision, combien de corps de métiers différents se côtoient ? Combien de collaborateurs ? Alors, jusqu'à peu, on était 35 en début d'année, malheureusement, 2019, et malheureusement, l'année Covid a été compliquée pour nous, on pourra en rediscuter. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs années de ça, on était plutôt sur des métiers plus manuels forcément, où on avait des stratificateurs, des gens qui travaillaient le bois, des ingénieurs qui font du dessin 3D sur ordinateur, des calculs de structure, etc. Aujourd'hui, on est en train d'accompagner plutôt une montée en puissance de l'industrialisation, et donc on est plutôt sur des machines 5 axes, des centres d'usinage, des autoclaves, et donc on spécialise aussi un petit peu nos métiers, et on a encore toujours des gens qui mettent les mains dans la colle, mais on a d'autres personnes qui font d'autres choses aussi. Vous êtes basé à Écublanc, donc pas tout à fait au bord de la mer, mais proche d'un lac, un lac technique. On peut en apprendre beaucoup du Léman pour faire des bateaux fiables, fins. Alors moi, je connais peu l'endroit, hein, parce que je suis en Suisse depuis 4 ans et étant belge de passeport, j'ai peu navigué sur le lac Léman. C'est sûr qu'on n'est pas très près du lac, et donc c'est plus compliqué en termes de logistique pour ramener les bateaux de chez nous vers l'eau et de l'eau vers chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a une typicité qui fait qu'on est plutôt sur des bateaux qui sont assez légers, voire très 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 légers, parce que les vents ne sont pas toujours très très forts. Et pour autant, on a connu sur les 2 dernières années des coups de vent énormes qui font que les bateaux sont soumis à des charges assez importantes, et donc il faut savoir construire costaud. Les skippers suisses ont plutôt bonne réputation, c'est grâce justement à la finesse du travail sur ces petits lacs de montagne.
Alors, les skippers suisses ont bonne réputation, ouais, et vous avez des excellents skippers, hommes et femmes d'ailleurs. Vous en avez un qui est en passe de finir son deuxième Vendée Globe, qui s'appelle Alan Roura, hein, sur un bateau qui est pas tout à fait très jeune et qui fait quelque chose de magnifique, qui fait très, très beaux résultats. Et vous aurez, en la personne Justine Métro, que je ne connais pas personnellement, prochainement, une skipper d'un IMOCA, d'un bateau qui vont faire le Vendée Globe ou la Transat Jacques Vabre la prochaine année. Et donc des gens qui sont très très compétitifs. Et puis on connaît bien les Bourgnons, forcément, on connaît bien les Ravussins. Donc il y a de quoi faire. Ouais. Vous êtes également écublant proche de l'EPFL. Est-ce que vous collaborez avec cette école? Alors on l'a beaucoup fait, on le fait un peu moins aujourd'hui, mais pas par choix, plutôt parce que les opportunités ne sont pas présentées. Mais en tout cas, on identifie, et je pense autant eux que nous, la collaboration entre nos entités comme étant clé pour le développement, sachant qu'en Suisse, il y a quand même une particularité, c'est que la main-d'œuvre est chère, le franc fort ne nous aide pas, et donc on sait qu'on doit aller vers de la valeur ajoutée qu'on amène dans nos travaux. Et la collaboration qu'on a et qu'on pourra mettre en place avec le PFL sera un élément clé pour ça pour nous. Au départ, vous construisiez des bateaux avec des matériaux composites, donc vous êtes devenu de facto des grands spécialistes mondiaux des composites, ce qui vous a amené par la suite, chez Décision, à ouvrir un petit peu votre champ de vision. On pense au début des années 2000, où vous avez commencé à travailler pour le projet de Bertrand Piccard, Solar Impulse. Vous avez construit une bonne partie de cet avion. Ils sont venus vous chercher. Comment ça s'est passé, cette histoire incroyable? Alors c'était avant mon temps, donc moi j'en ai eu que des bribes d'infos, mais l'anecdote rigolote, c'était que Bertrand Piccard et André Borsberg, qui avaient ce projet, cherchaient et des gens capables de faire la conception d'un avion tel, et des gens capables de construire. Ils sont allés voir les avionneurs, et les avionneurs leur ont dit: nous on peut te le calculer, mais tu trouveras personne capable de construire ça. Et puis ils sont allés voir leur copain Bertrand Cardis, et Bertrand leur a dit: nous on est capable de le construire, mais tu trouveras personne pour pouvoir le calculer ou ou le concevoir. Et donc ils ont mis les deux ensemble, et ils ont monté une armada et un team d'ingénieurs aéros. Et ils ont trouvé, me semble-t-il, chez Décision, la boîte qui était assez pointue, assez exigeante, parce qu'il faut être extrêmement exigeant pour faire des pièces comme ça, parce qu'on est quand même dans de l'aéro, et puis les risques sont importants, et assez fou quelque part, pour pouvoir mener à bien un projet pareil. C'est un pari intelligent finalement, puisque beaucoup de bateaux ressemblent maintenant à des avions. Comment vous avez pris le virage du bateau qui commence à voler avec ces foils-là? Alors, c'est très intéressant, mais étonnamment, au moment où on a terminé Solar Impulse, on s'est dit qu'on allait tirer parti de ce qu'on avait appris pour pouvoir développer cette industrie. Et en fait, il n'y avait pas la demande de l'industrie, c'était trop précurseur. Par après, la demande est arrivée sous d'autres formes. Et donc, on ne le sait pas parce qu'on est tenu par des engagements de confidentialité, mais il se trouve qu'on a, sur les 36 derniers mois, construit 4 structures de taxis volants, mais pour le coup taxis aéros, hein, donc qui préconisent ce qu'on verra comme élément de nouvelle mobilité dans les prochaines années, donc pour des grands avionneurs ou pour des grands donneurs d'ordre. Et le parallèle avec le bateau, c'est qu'effectivement, on a eu la chance de pouvoir construire les 5 premiers prototypes de la société Sea Bubble, qui sont cette espèce de petits taxis volants avec une propulsion électrique et qui, avec des éléments qui ressemblent à des ailes qui sont dans l'eau, permettent de sustenter et faire soulever cette espèce de mini-voiture qui vole au-dessus des flots. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des passerelles entre nos différentes activités, et historiques et futures. C'est l'intérêt et l'avantage de notre métier, c'est qu'on a pour l'instant plusieurs cartes à jouer. Oui. Ces bateaux volants, selon vous, ça va devenir la norme? Alors, la question, c'est pour qui et pourquoi. Et donc, on peut imaginer qu'au-dessus d'une certaine vitesse de service, on pourra en voir, parce que pour le coup, ça aide vraiment à diminuer la friction et donc à diminuer la résistance à l'avancement. Et ça permet de consommer moins d'énergie. Et c'est un sujet qui est hyper d'actualité. Et donc, à ce titre, pour des bateaux qui ont une certaine vitesse, on pourra probablement voir des solutions de bateaux volants. Pour d'autres, ce sera plus compliqué parce qu'on n'aura jamais les vitesses minimes qui nous permettront de sustenter le bateau et de voler au-dessus des flots. Votre parcours à vous maintenant, Grégoire Metz, vous êtes ingénieur naval de formation, vous avez travaillé aux côtés de grands skippers, Jean Le Cam notamment, qui est terminé 4e cette année au Vendée Globe, après en plus avoir secouru un marin qui avait cassé son bateau. Comment vous avez commencé dans cet univers de la voile? On le sait, parce que c'est beaucoup un univers de passionnés. Quand est-ce que vous avez attrapé le virus? Alors, moi, je viens d'une ville minière en Belgique où il n'y a pas d'eau, et donc effectivement, je me destinais pas à ça, mais j'ai eu ce virus, cette passion de
de la voile et de la course à la voile, et puis qui a fait que j'ai fait mes études d'ingénieur naval, et après ça, j'ai voulu naviguer en course. Et ce parcours m'a amené à prendre diverses responsabilités dans ces métiers-là. Et j'ai eu la chance à un moment donné de me retrouver en Bretagne, où j'ai pu accompagner des gens comme Jean-Luc Lélias, Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe, Jean Lecam, on en a discuté, Michel Desjoyaux, Kevin Escoffier. J'ai même travaillé avec lui à une période, la personne qui a été rescapée par Jean Lecam. Et donc, je connais bien cet environnement. Et de fil en aiguille, je me suis spécialisé dans la construction de bateaux de course, et puis d'éléments de construction ou d'éléments en composite. Et puis, j'ai été, connaissant bien Bertrand Cardis, invité à prendre sa suite en septembre 2016. Et je me suis retrouvé en Suisse depuis. Qu'est-ce que vous retenez de cette période où vous avez côtoyé ces grands marins? Moi, je dirais pour l'anecdote, moi qui ai un peu navigué, mais vraiment pas à leur niveau, la seule course que j'ai au large que j'ai jamais gagnée, je l'ai gagnée avec Jean Le Cam. Et puis ce que je retiens d'un personnage comme ça, c'est qu'il est tellement différent lorsqu'il est en mer que lorsqu'il est à terre. On a l'impression qu'il est vraiment, pour le coup, dans son élément lorsqu'il est en mer. On a l'impression qu'il l'a peut-être un peu moins, ou en tout cas vraiment une personnalité très particulière lorsqu'il est à terre. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, ce sont des gens qui ont un niveau d'exigence qui est rare. Et mais quelque part, quand on y réfléchit, ça ne peut pas nous étonner, puisque pour faire ce qu'ils font, il faut l'avoir. Qu'est-ce qui change alors entre la terre et la mer? Il faudrait leur demander à eux. Moi, je suis pas vraiment un marin. J'adore ça, hein, mais je ne me considérerais pas comme un marin. Mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être simplement le fait de se sentir vivant, de faire quelque chose qui fait qu'on se sent vivant. Et par les temps qui courent, avec les difficultés qu'on traverse tous, les interrogations qu'on a, je pense que sont des valeurs auxquelles on arrive à se rattacher, à se raccrocher, pardon, et qui fait que probablement le succès du Vendée Globe pour cette dernière édition était encore plus grand que donc le Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistant, était encore plus grand cette fois-ci, et qu'on a assisté à une course qui était magnifique. Et donc, je pense que ce sont des valeurs qui sont vraiment porteuses, et par les temps qui courent, elles seront bienvenues. On a parlé des bateaux volants qui sont équipés de ces foils qui leur permettent de décoller. Alors on voit encore quelques disparités justement dans un Vendée Globe avec des concurrents qui ont des bateaux plus anciens, d'autres qui sont équipés des dernières technologies. Est-ce que c'est pas finalement une histoire d'argent? Ça l'est, et ça le sera toujours un peu. Et en même temps, ce qu'on a vu, et ça a étonné toujours tout le monde, c'est que les bateaux qui n'avaient pas ces gros budgets ou ces capacités d'aller développer des foils toujours de plus en plus grands, avec toujours de plus en plus porteurs, ont quand même fait un Vendée Globe extraordinaire. Je vois la personne de Jean Le Cam, qui arrive entre 5 et 10. Vous avez un Damien Séguin en handisport qui est né sans main, en tout cas une main qui lui manquait, et qui a fait un résultat mais magnifique, qui était toujours dans le coup. Et donc on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement, effectivement, il faut avoir des moyens pour faire des plateformes qui sont rapides, mais dans une course comme le Vendée Globe, c'est moins la plateforme que le bonhomme qui va faire la différence. Et donc on a quand même une capacité à laisser les marins s'exprimer. Et je le dis toujours, ce qui nous passionne, ce qui me passionne et ce qui nous passionne là-dedans sont les histoires d'hommes et de femmes qui font cette course, plutôt que les avancées technologiques elles sont intéressantes, et d'autant plus pour moi parce que c'est mon métier, mais elles remplaceront jamais les histoires des hommes et des femmes qui font ces courses. Des marins différents qui ont chacun évidemment leur caractère. Est-ce qu'il y a quand même des traits communs entre toutes ces personnes qui affrontent les vagues, le grand large et les risques aussi qui sont liés? Ouais, alors oui, donc j'aurais tendance à dire à un niveau d'exigence, indéniablement, une capacité à se faire mal, que d'aucuns, voire nous, on n'a pas, et une capacité aussi à aborder les problèmes de manière assez sereine, et trouver des solutions de manière autonome. Et ça, ce sont des gens qui ont l'habitude quand même d'avoir une certaine confiance en eux, et de pouvoir, de savoir qu'ils peuvent compter sur eux pour solutionner des problèmes. Et Dieu sait s'il en faut de la ressource, hein, parce que c'était Michel Desjoyaux qui disait le Vendée Globe, c'est un emmerde par jour, et je pense que c'est un euphémisme, c'est vraiment très très compliqué. La partie de faire le tour en tant que marin autour du monde est un élément, mais c'est solutionner toutes les ennuis techniques qu'on peut avoir sans assistance, sans pouvoir faire escale, qui rendent la chose vraiment démoniaque, quoi. Justement, vous construisez les bateaux. Est-ce que vous restez d'une manière ou d'une autre disponible pour le service après-vente durant la course pour donner des conseils aux équipes? Alors ça peut arriver, mais les équipes sont de plus en plus professionnelles aujourd'hui, donc elles ont souvent des gens qui sont ou ingénieurs ou constructeurs, et donc je dirais pas la vérité en disant que les équipes ont besoin de nous pour faire le tour du monde.
Mais pour autant, dès lors qu'on met un bateau à l'eau, on y reste attaché, et deux, évidemment, on assure le service après-vente si besoin est. Heureusement pour nous, on n'a pas trop de bateaux qui ont des soucis, et donc ça le fait. Autre étape dans la vie de l'entreprise Décision, la création du groupe Carboman. Décision s'est associée donc à un autre chantier naval. Donc ça ouvre encore une fois les horizons. Vous partez dans le domaine de l'énergie maintenant? Alors, la volonté du groupe Carboman, c'était d'associer des forces de deux sociétés qui étaient plutôt concurrentes au départ. Et donc, depuis, on a eu jusqu'à 5 sociétés au sein du groupe, 4 aujourd'hui, parce qu'on a eu l'opportunité d'en vendre une à l'été. Et donc, ces 4 sociétés qui couvrent un spectre d'activités, mais qui restent spécialisées dans la construction de pièces innovatives. Et quand je dis innovative, c'est le plus innovatif possible en matériaux composites. Et donc, on se répartit les rôles en fonction des projets et des demandes des clients. On a des boîtes au sein du groupe qui sont capables de faire de la série best cost, comme on dit plus low cost, on dit best cost. Et puis, on peut comprendre avec notre particularité suisse que chez nous, on va plutôt faire du prototypage pointu. Et quand je vous disais qu'on avait fait ces prototypes de structures de taxis volants, c'est plutôt à ça qu'on se dédie, c'est-à-dire des structures extrêmement légères, vraiment, vraiment légères, et avec pas mal de charges, ou qui supportent pas mal de charges. Et là où il y a vraiment une attention, une nécessité d'attention pour tous les détails, c'est là où nous, on tire notre épingle du jeu. Aujourd'hui, hormis les skippers, qui sont vos clients? Alors, comme je le disais, donc on est plutôt depuis. Moi, je suis à la tête de la société depuis septembre 2016, et à l'époque, on a un peu été forcé contraint de faire un 180 degrés par rapport à notre activité historique, qui était le bateau de course, hein. Plutôt pour des problèmes de compétitivité, avec un franc qui était fort. La situation entre 2016 et 2000 n'était pas tout à fait la même. On connaît tous la date du 15 janvier 2015, avec le franc qui a repris 20% en un jour. Et donc, on s'est réorienté vers du prototypage aéro. Et on a plutôt bien marché pendant 3-4 ans. Et malheureusement pour nous, avec le prototypage aéro, avec le Covid, l'industrie s'est un peu mis un genou à terre. Et donc, on a dû repivoter assez rapidement. On a réussi à retrouver de l'activité dans la Coupe de l'América avec le défi des Italiens, où on a fait pas mal de pièces finalement entre le mois de mars, avril et le mois d'octobre. Mais tous les programmes arrêtaient leur construction à peu près à ce moment-là. Et puis, aujourd'hui, on est plutôt en train, en attendant que l'aéro reparte, de réfléchir, mais activement, en dessinant, en faisant des propositions à des produits qui pourraient correspondre aux besoins prochains sur le transport de bateaux à passagers, par exemple, sur le lac ou en Suisse. Et donc là, on est plutôt à un carrefour de technologies intéressantes, où on a des batteries qui ont des capacités de plus en plus importantes, des moteurs électriques ou des capacités de propulsion avec des piles à combustible qui sont écologiques. Et ça amène un besoin d'avoir des structures légères. Et donc, notre idée, qui était celle de faire un pas en arrière avec les bateaux de course, mais quand même de garder une veille en termes de marché, de pouvoir trouver, le cas échéant, une capacité à garder cette légitimité à construire des structures légères. On essaye le pari qu'on fait, c'est de retrouver de l'activité dans ce marché-là, et on est plutôt actif sur 2 ou 3 projets aujourd'hui. L'avenir, dans les prochains mois, nous dira si on arrive à concrétiser quelque chose, mais le pari qu'on fait, c'est que le paysage qu'on connaît aujourd'hui en Suisse changera dans les 10 à 15 prochaines années, et il y a une place à prendre. On parle beaucoup du carbone pour obtenir un bateau, une pièce légère. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui sont en train de naître, peut-être plus écolo? On pense à du lin, à des matériaux différents? Alors, ce sont des matériaux qu'on met en œuvre déjà. On essaye en tout cas d'être précurseur dans la mise en œuvre de ces matériaux-là. Donc, ça fait plusieurs années que nous, on les traite. Sea Bubble, à l'époque, n'était pas fait avec des fibres de lin, mais il était fait avec de la résine biosourcée ou partiellement biosourcée, avec ce qu'on appelle des structures d'âme, donc des matériaux à l'intérieur des pots de composite qui étaient biosourcés, soit du liège ou de la mousse PET recyclable. Et donc, on est vraiment dans l'air du temps, et cette fibre de lin et ou de basalte, à mon avis, sont des choses qui sont très porteurs. Il y a encore quelques petites problématiques techniques dans la mise en œuvre, notamment le fait que le lin absorbe encore pas mal d'eau. Mais pour autant, je
convaincu que c'est vers ça qu'une grande partie de l'industrie composite ira, à ceci près que c'est de loin pas aussi résistant que le carbone et donc ça ne peut pas correspondre à toutes les applications. Notamment pas les grands voiliers de course. Non, à moins que tous décident de faire le même bateau et de faire ce bateau en lin, ce qui pourrait être un élément intéressant parce qu'il y a un message à passer, parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est ce qu'attend le public. Celui qui mettra ou qui construira son bateau de course en lin partira avec un désavantage en termes de poids. Là, c'est plutôt le travail des courses elles-mêmes, de peut-être travailler leur approche pour inclure des modèles ou des classes qui soient plus écolos. Oui, alors c'est jamais aussi simple, mais c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un des éléments qui fait que le Vendée Globe ou que la classe IMOCA qui y participe connaît un succès sans faille, c'est que dans la rédaction de la jauge, c'est un peu la règle technique qui légifère ou qui donne le cadre sur le dessin de ces bateaux-là, ils font en sorte de pouvoir faire en sorte que les anciens bateaux continuent à être, à moins d'être compétitifs, complètement compétitifs, mais en tout cas continuent à jouer un rôle dans la classe. Et c'est à travers ça qu'ils arrivent à avoir 30, 40 bateaux au départ du Vendée Globe. Si vous repartez d'une feuille blanche, vous avez l'avantage de décider si vous voulez faire votre bateau en lin ou autre chose. Par contre, ça veut dire que vous devez faire la croix ou une croix sur une flotte existante, ou alors recréer une flotte à partir de zéro. Et donc, c'est une difficulté qui est pas facile une équation qui n'est pas facile à faire tenir pour les organisateurs, pour les classes, pour les skippers qui, dès lors qu'ils investissent 100, 1 million, 2 millions, 10 millions, que sais-je, dans un bateau, mais ont aussi besoin d'avoir une valeur de revente pour leur bateau à terme. Grégoire Metz, je vous propose de jouer au 5 sur 5, une tradition dans cette émission. Je vais vous donner 5 mots et à vous de me dire spontanément ce qu'ils vous évoquent. Qualité, vous êtes à fond dedans? Alors, qualité, oui, on est à fond dedans. Et puis, je pense que ça correspond bien à l'image du chantier. Et depuis peu, on la structure d'autant plus qu'on est certifié ISO et EN. Et ce sont des reconnaissances qui sont nécessaires pour évoluer dans l'industrie aéronautique et qui est celle dans laquelle on a voulu mettre un pied depuis 2016. Pour la rationalisation et le maintien constant de la qualité. Absolument. Suisse, vous y êtes aussi? Alors oui, une magnifique découverte pour moi et ma famille, très honnêtement. Vraiment une qualité de vie comparable à peu de choses qu'on connaisse ailleurs. Et puis une qualité de travail aussi. Et puis on voit l'image que ça donne aussi de l'industrie suisse. Et on comprend pourquoi quand on y est. Et pour autant, c'est un pays qui est peu connu. Moi qui suis un vrai produit européen et qui ai vécu dans beaucoup de pays, j'avais jamais mis les pieds en Suisse avant. On se demande pourquoi, mais c'est intéressant à savoir. Un petit peu à l'image de décision aussi, qui n'est pas forcément très connue du grand public, mais ses réalisations, oui. Alors, elle est connue de ses clients, Décision. Je pense qu'on a quand même une image de marque qui est porteuse. Si on avait un franc qui était peut-être un peu plus favorable pour nous, on aurait une partie des difficultés qu'on traverse actuellement, on ne les aurait pas. On ne peut pas mettre non plus ça sur le compte du franc, ce ne serait pas correct. Mais c'est sûr que nos concurrents aujourd'hui sont en zone euro, et donc en zone euro, ils traitent à des taux qui sont inférieurs aux nôtres. Performance? Un peu l'ADN de la société et des gens qui en font partie. Je pense qu'on est un peu inscrit là-dedans quand on veut s'inscrire sur le long terme chez Décision. Et donc, je reconnais bien et la boîte, et dans une moindre mesure, mais en tout cas mon profil là-dedans. Oui. À venir, ou est-ce que vous imaginez Décision dans 5, 10 ans? Pour nous, l'avenir, c'est toujours de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée, c'est-à-dire augmenter la qualité de nos produits, augmenter la technicité de nos produits, augmenter la fonctionnalité de nos produits. Et donc, on est un carrefour intéressant où pendant longtemps, on a vendu de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, notre main-d'œuvre, qui est certes extrêmement spécifique et spécialisée, doit quand même continuer à embrasser le changement avec l'apport de plus de machines, plus d'automatisation, plus de process complexes. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté pour deux raisons. Un, c'est parce qu'il faut avoir le marché qu'on doit trouver qui est en face de nous. Mais ça amène aussi des vraies interrogations aux hommes et aux femmes qui font partie de cette société et qui, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains, ont fait toujours le même métier sans se poser des questions. Et donc, on se rend compte d'une chose, c'est que les choses évoluent. Elles évolue beaucoup plus vite et que pour pouvoir continuer à exister, il faut embrasser le changement. On n'a pas d'autre choix que de le faire.
On va s'intéresser dans quelques instants à vos conditions de travail, à vous et vos équipes, hein, durant cette période compliquée de pandémie. Mais on retrouve tout de suite Elliot pour parler mobilité du futur. Grégoire Metz, vous avez évoqué donc les piles à combustion, moins de friction, moins de consommation. Donc on va dire que on peut regrouper tout ça dans le thème du développement durable, les futures énergies, tout ce qui tendrait à avoir donc moins de consommation d'essence, d'énergie. Donc aujourd'hui, les villes suisses telles que Genève, Lausanne tendent à avoir moins de véhicules motorisés, on va dire de tout ce qui est énergie thermique et fossile, donc on va dire du temps passé aujourd'hui. Est-ce que Résolution pourrait apporter des solutions novatrices et innovantes pour notre société? Alors, la réponse est oui. Et la réponse est qu'on le fait déjà. Peu de gens le savent, mais vous avez des bateaux électriques qui s'appellent les mouettes genevoises dans la rade. Et ces mouettes sont des bateaux électriques qui fonctionnent depuis 2000 ou à peu près. Et ce sont des bateaux qui ont été construits chez nous. Alors à l'époque, c'était pas des bateaux en composite bio, hein, donc c'est tout ce qu'il y a de plus basique, mais c'était quand même des précurseurs en ce qui concerne la motorisation clean. Et comme je le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui 2, 3 projets à des niveaux d'avancement qui sont pas les mêmes, mais sur lesquels on travaille et qui nous portent à croire qu'on devrait avoir un vrai changement dans le paysage des bateaux à passagers sur le lac Léman, mais sur d'autres lacs en Suisse et voire au-delà, avec ce carrefour des technologies que j'évoquais, qui sont la capacité des batteries qui augmente chaque année, la puissance des moteurs électriques et ou des piles à combustible. Et ces deux éléments-là qui ont un vrai intérêt à avoir des structures, alors composites ou autres, mais légères dans la fabrication des bateaux. Et or, aujourd'hui, je dirais un élément comme ça, informel, je pourrais dire qu'entre une structure ou un bateau en aluminium et un bateau en carbone, vous avez peut-être divisé le poids par deux. Alors, peut-être c'est pas tout à fait ça, mais c'est de cet ordre-là. Donc tout ce poids-là, c'est d'autant moins de puissance moteur, de batterie à devoir embarquer, et donc de consommation, et donc de recyclage de batterie dans un deuxième temps. Et donc on a une vraie carte à jouer, je pense, parce que pour le coup, le savoir-faire, on l'a pour faire ces constructions. Et deux, ça va nous permettre une chose, ça va nous permettre aussi de nous replacer sur l'échelle des valeurs et de pouvoir aussi faire évoluer notre métier pour pouvoir faire de l'intégration de systèmes, de la conception de systèmes, du project management. Parce que c'est vrai, et il faut en être conscient, la perception de la valeur ajoutée dans le composite, à notre sens, elle va aller en diminuant. Il y a 10 ans, du carbone apparent, c'était quelque chose qui était aujourd'hui... Tout le monde en a déjà vu et ou touché dans les mains. Et donc aujourd'hui, on a des sociétés, malheureusement pour nous, mais c'est comme ça, qui sont capables de faire du carbone et qui travaillent en Pologne, au Portugal, que sais-je. Et donc notre pari, c'est de nous inscrire là où il y a de la valeur ajoutée, dans cette valeur ajoutée pour toutes les activités qu'on va continuer à garder en Suisse. Et là où il y a de la valeur ou très peu de valeur ajoutée, d'accompagner le mouvement. Je vous parlais des mouettes genevoises aujourd'hui. Il se trouve qu'ils ont passé commande pour un deuxième bateau à 15 ans après. La structure en composite, elle va être faite en Pologne. C'est comme ça. Donc vous êtes convaincu que le futur passera par le transport lacustre ou pas? Alors, je ne sais pas, je pourrais pas me prononcer là-dedans parce qu'il faudrait poser la question à un urbaniste. C'est pas mon métier. Moi, je pense que quand je vois les sommes d'argent qui sont dépensées par l'industrie aéro pour concevoir, développer les prototypes de ce qu'ils appellent les taxis volants qu'on verra dans 10, 15 ans, avec des rapports qui sont faits par tous les cabinets d'ingénierie ou de consulting qui évoquent des milliards, des marchés qui valent des milliards. Quand je vois ce que ça coûte à développer l'équivalent sur l'eau, je me dis que ça doit être porteur. Maintenant, de là à dire qu'on va rendre les routes plus fluides avec des sea bubbles ou avec des mouettes genevoises, je pense que ce sera un mixte d'un ensemble de mesures et que dans ces mesures, il y a probablement ces éléments-là qui peuvent jouer un rôle. Ils ne seront pas la seule solution. Ma dernière question, Grégoire Metz. Donc, on traverse actuellement une crise assez grave, donc qui a peut-être ralenti certains investissements donc, vers les énergies vertes ou le développement durable, tout simplement. Donc, comment est-ce que le Covid a impacté votre entreprise, donc décision à tous les échelons, donc que ce soit au niveau de la réalisation et de tous les corps de métier que vous aviez évoqués tout à l'heure avec Vincent? Alors, je dirais qu'il y a deux manières de le voir. Il y a le point de vue sanitaire, parce que
on parle business, mais il n'y a rien qui va au-delà de la santé des gens et des hommes et des femmes qui font partie de la société. C'est notre priorité première là-dedans. Et donc, à ce titre, on a fait comme beaucoup d'autres, on a accompagné les mesures qui étaient mises en place par l'Office fédéral de la santé, par le Conseil fédéral. Et la lecture que j'ai, c'est qu'il me semble, pour le coup, on fait partie d'un groupe franco-suisse et donc on est en contact permanent avec nos cousins français. Il me semble qu'on a quand même une liberté d'action qui fait appel à la responsabilité individuelle et au bon sens, qui ne nous a pas entravés et qui nous a plutôt aidés. Et c'est quelque chose qui est apprécié, à mon sens, en Suisse. Et donc, pour le coup, j'ai eu l'impression que les mesures qu'on a mises étaient en adéquation avec les besoins. On n'a eu aucun cas de Covid en 2020 et on a eu le premier, mais qu'on a identifié tout de suite, ici en janvier. C'est vrai qu'on sent qu'avec le variant anglais, les choses se rapprochent un peu. Mais bon, on est plutôt épargné, je dirais. Et puis d'un point de vue business, c'est autre chose, que comme je vous l'avais dit, donc en 2016, on fait le pari d'aller vers de l'aéro, du prototypage, la certification ISO et EN. Ça porte ses fruits, parce que c'est un marché sur lequel ni moi ni Bertrand Cardis, parce que moi je viens aussi du bateau. Donc c'est beaucoup d'efforts, ça a porté ses fruits. Il se trouve aujourd'hui qu'avec le genou que l'industrie de l'aéro a mis à terre, il y a pas mal de projets de développement de prototypage qui ont été soit gelés, soit annulés. Et donc on se retrouve effectivement un peu au milieu du gué. Et ce qu'on sait, c'est que ça repartira et qu'on veut être encore plus près qu'on ne l'était dès lors que ça repart. Mais on a effectivement ce gué à passer et, en attendant. Donc c'est une des opportunités pour nous de réinventer aussi le métier. On dit souvent que les crises sont des opportunités, c'en est une. Merci Grégoire Metz. Merci Grégoire Metz d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci pour Je l'invitation. rappelle, vous êtes le directeur général de Décision basé à Écublens. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous recevrons le chef et entrepreneur Philippe Chevrier. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans B2B.